À Noël, ma sœur a dit, tu garderas les enfants pendant que nous serons en voyage. J'ai dit non, et ma famille m'a fait vivre un enfer. Le lendemain matin, ils se sont présentés avec les enfants et les valises, mais n'ont trouvé qu'un mot. Quand ils l'ont lu, ils ont hurlé. Je m'appelle Sophie Leroy, j'ai 30 ans. Je travaille depuis mon 2 pièces qui sent légèrement l'encre d'imprimante et le café, avec des feuilles de calcul ouvertes comme des lucarnes sur mon écran. De la saisie, c'est comme ça que ma sœur Chloé l'appelle, de la même manière qu'elle appelait autrefois mon premier vrai travail joué à la marchande quand j'avais 16 ans et que j'achetais mes propres chaussettes parce que les vêtements d'occasion arrivaient avec 2 ans de retard et déjà usés au coude. Je suis comptable indépendante. Les clients envoient des emails. Les horloges tournent. Les chiffres ont leur propre météo. Je gagne bien ma vie. Je paie mes impôts en avance. Je bois de l'eau. Je m'étire. Je fais tout ce que les adultes sont censés faire, sauf apparemment la seule chose que ma famille jure définir l'âge adulte. Pointer au bureau à 8 heures et dépointer à 18 heures pour prouver que la journée a eu lieu. Le vrai travail, dit mon père. Les jointures sur la table comme si les fiches de pointage étaient un sacrement. La dernière fois que nous nous sommes disputés à ce sujet, il a tenu sa montre à mon oreille comme si elle pouvait me faire honte avec le son des heures qui passent. Je ne comprends pas ces bêtises d'ordinateur, a-t-il ajouté, ce qu'il dit quand il veut dire je ne te comprends pas. Chloé a 37 ans et 2 enfants, Lucas et Hugo, de 9 et 10 ans, bons au football et à la négociation. Camille a 33 ans, avec un enfant de 7 ans, Léo, qui ne marche pas tant qu'il ne rebondit. Elles ont toutes les deux des maris. Des calendriers pleins de bulletins de l'association des parents d'élèves. Des week-ends qui n'existent que parce que je rattrape leurs enfants comme des assiettes qui tombent. Quelque part en chemin, Sophie travaille à domicile s'est transformée en Sophie est disponible, et est disponible s'est durci pour devenir une loi. Je me suis dit que ça ne me dérangeait pas. Je me suis dit que l'amour ressemblait à de la flexibilité. Comme souffler sur un gratin de coquillettes pendant qu'un email d'un client clignote en rouge. Comme laisser de petites mains tirer sur votre manche pendant que votre cerveau essaie de réconcilier 2 colonnes qui ne correspondent pas. Je me suis dit que la famille est une sorte d'impôt dont personne ne vous prévient. Caché, obligatoire, vérifié seulement quand on refuse de payer. En décembre, j'avais des projets, des vrais. Mes amis, Manon, qui commande de la soupe comme une cérémonie, Juliette, qui ne porte jamais les bons gants, et Michel, qui se plaint de l'altitude comme si elle l'avait personnellement insulté, avait réservé une semaine dans une station de ski à Chamonix. J'ai acheté une combinaison de ski dont la fermeture éclair n'avait appartenu à personne d'autre auparavant. J'ai empilé les échéances comme du bois de chauffage et je les ai consumées. Pour la première fois depuis des années, les vacances ne ressemblaient pas à un parcours du combattant. Elles ressemblaient à une porte. Le réveillon de Noël se passait chez mes parents, une maison qui sent toujours la cannelle du passé. Je suis arrivé avec des cadeaux emballés, étiquetés de mon écriture soignée de comptable, tous les coins impeccables. Seuls mes parents étaient là au début, ma mère fredonnant en déplaçant des ornements qui avaient déjà été placés. Ils seront là éventuellement, a-t-elle dit, ce qui dans notre langue signifie en retard, mais tu ne diras rien. Éventuellement elle s'est transformée en 3 heures, puis Chloé est arrivée dans une rafale d'air froid et de commentaires, son mari Thomas la suivant avec une cassolette, et les 2 enfants négociant déjà le temps d'écran. Camille est arrivée ensuite, les joues roses. Son mari Julien portait Léo, 7 ans, qui a immédiatement fait un nid avec les coussins du canapé et les a déclarés comme étant un fort. La maison s'est remplie d'une tempête de voix qui montait et descendait sur moi comme si j'étais un meuble. Le dîner avait le goût de la tradition. Jambon, purée de pommes de terre, le sel particulier des mots qu'on ravale. J'ai attendu qu'une ouverture se crée dans la conversation. Comme elle ne venait pas, j'ai essayé d'en coudre une. Alors, en fait j'ai. Comment va la saisie, a dit Chloé, les yeux ne quittant pas son téléphone. C'est de la comptabilité, ai-je dit. Et ça va. Maman a applaudi une fois, un son comme un bouchon de liège. Timing parfait, a annoncé Chloé, levant enfin les yeux avec un sourire qui semblait chorégraphié. Nous nous envolons pour la Martinique demain matin. La table s'est illuminée. Rire, cris, un cœur de bon le mérite bien. Les mains de maman voletaient. Papa s'est penché en arrière comme si le soleil était apparu. Des noms de plage roulaient sur la table comme des perles. J'ai senti mon estomac se retourner. J'ai posé la seule question pratique que mon cerveau abasourdi pouvait formuler. Et les enfants ? Oh, on les dépose chez toi,
a dit Chloé comme si elle annonçait la météo. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Juste pour une semaine. Une semaine? Dans mon 2 pièces, où je dors déjà sur un matelas gonflable quand ils prennent mon lit, où mon bureau sert de couloir, où mon chauffage fait autant de bruit qu'un train. Vous n'avez pas demandé, ai-je dit, entendant à quel point ma voix était faible. Allons, Harry Chloé. Tu es toujours disponible. Tu travailles à la maison. Camille a hoché la tête, coupant la viande de Léo en carrés dociles. Papa a froncé les sourcils comme s'il sentait quelque chose de mauvais. Quel projet pourrais-tu bien avoir? Le vieux scénario. J'explique. Il l'écarte d'un geste de la main. Je me justifie. Il qualifie ça d'égoïste. J'encaisse. Ils appellent ça de la grâce. J'ai senti la fermeture éclair de ma nouvelle combinaison de ski dans ma mémoire. Les dents brillantes. La promesse scellée. J'ai posé ma fourchette. Mes mains ne tremblaient pas encore. Ma voix n'a pas demandé la permission d'être entendue. Non. Le silence s'est élargi. Les rires des enfants dans le salon sont revenus au premier plan, aigus et insouciants. Maman a cligné des yeux la première. Comment ça, non? Je ne suis pas disponible pour garder les enfants la semaine prochaine. Le sourire a glissé du visage de Chloé comme s'il y avait été en équilibre. Nous avons déjà tout réservé, a-t-elle dit, la voix s'aiguisant. Les vols, l'hôtel. C'est votre problème, ai-je dit. Vous auriez dû demander. Les sourcils de Camille se sont arqués d'incrédulité. Sophie, tu n'as rien de prévu. Tu travailles à la maison. La voilà. La phrase qui ouvrait toutes les cages. Je sentais mon pouls me serrer la gorge, mais en dessous, un autre sentiment a éclos, quelque chose comme de la clarté, quelque chose comme se tenir sur de la neige qui vous soutient. J'ai des projets, ai-je dit. Papa a ricané. Tu ne vas jamais nulle part. Alors peut-être que vous ne regardez jamais. Les mains de Chloé ont frappé la table. Les verres à vin ont tremblé. Tu pourrais ruiner toutes nos vacances. Vous avez fait des plans qui nécessitaient mon consentement sans le demander, ai-je dit, plus doucement maintenant, ce qui a semblé inciter tout le monde à écouter plus attentivement. C'est ça, la ruine. La voix de maman est devenue tendue. L'octave qu'elle réserve aux déceptions. La famille s'entraide. Quand c'est de l'aide, ai-je dit, pas une habitude. La gorge de Camille s'est nouée. Elle avait les larmes prêtes comme un tour qu'elle avait pratiqué. Les enfants adorent rester avec toi. Ce sont des enfants, ai-je dit, sans méchanceté. Ils aiment être là où ils sont aimés, mais ils ne sont pas les miens. La pièce a inspiré et n'a pas expiré. Je pouvais sentir toutes les années où ils ne m'ont pas vu s'empiler derrière moi comme une colonne vertébrale. J'ai imaginé mon moi de 16 ans donnant la moitié de mon salaire pour le mariage de Chloé parce que maman avait dit, c'est ce que fait la famille. J'ai imaginé mon ex Mathieu partant et personne ne me demandant si je voulais un thé. Juste me demandant si je pouvais prendre Léo samedi. Qu'est-ce que cette famille a fait pour moi, ai-je demandé, me surprenant de mon ton posé. Demandez-vous ça honnêtement. Une seule chose qui ne soit pas venue avec un reçu. Il regardait partout sauf moi. Papa a essayé un nouvel angle. Tes sœurs travaillent dur. Elles ont des familles à charge. Et je ne travaille pas dur. Je ne mérite pas de repos parce que je suis célibataire? Ce n'est pas ce que nous disons, a dit maman, ce qui dans notre langue signifie que c'est exactement ce qu'ils disent. Je me suis levé parce que rester assise me semblait être un accord. Je ne garderai pas les enfants la semaine prochaine. C'est définitif. La voix de commandement de papa a émergé, une relique du temps où j'étais assez petite pour être portée. Assieds-toi. Nous n'avons pas fini de parler. Si, ai-je dit en prenant mon sac à main. Nous avons fini. À la porte, j'ai hésité. Les lumières du sapin se sont brouillées, un tour de passe-passe que je connais depuis l'enfance. Retiens tes larmes. Elles se transforment en étoiles. Je me suis retourné. La prochaine fois, ai-je dit, demandé. La bouche de maman s'est ouverte et fermée comme si elle avait perdu son texte. Chloé me fixait comme si j'avais renversé une table. Camille a chuchoté, tu gâches Noël. Comme si c'était un rituel sacré. Je me tiens droite, ai-je dit. C'est juste que la vue ne vous plaît pas dehors, l'air était mordant et pur. Mes mains n'ont tremblé qu'une seule fois sur la poignée de la portière de la voiture.
Quelque part en moi, une voix tranquille a pris mon nom et l'a tenu à la lumière comme une preuve. Sophie. Pas vieille fille, pas babysitter, pas roue de secours. Sophie. J'ai conduit jusqu'à la maison à travers des rues qui semblaient trempées dans le sucre. Mon téléphone vibrait sur le siège passager, les appels manqués se transformant en un cœur discordant. Je n'ai pas répondu. Dans les parois en miroir de l'ascenseur, je ressemblais à quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance. Dans mon appartement, je suis resté un moment dans le bureau sombre, écoutant le ronronnement du radiateur. Le matelas gonflable était appuyé contre le mur comme des excuses pliées. Je ne l'ai pas déroulé. Quelque chose avait changé et ne reviendrait pas en arrière. Je pouvais le sentir dans mes os, dans la façon dont la pièce semblait soudainement de la bonne taille. Si je devais être puni de toute façon, je voulais que ce soit pour avoir dit la vérité. Demain, il testerait mon nom. C'est ce qui arrive quand une habitude rencontre une limite. Elle pousse. Je ne savais pas encore ce que j'écrirais, seulement que je laisserais un message qu'il ne pourrait pas prétendre mal comprendre. J'ai allumé la lampe. La lumière est tombée sur des enveloppes, un stylo, une porte que j'étais presque prête à fermer. Le lendemain du réveillon de Noël avait un goût métallique, comme la nervosité. J'ai à peine dormi, rejouant chaque mot de la table du dîner, chaque silence qui a suivi. Le regard sur le visage de Chloé quand elle a réalisé que je ne bluffais pas. Mon téléphone était devenu un petit brasier. Appels, SMS, notifications s'accumulant toute la nuit. Mais je ne l'avais pas touché. À la place, j'étais assise au comptoir de ma cuisine, fixant une feuille de papier blanche. Si mes mots au dîner n'avaient pas suffi, il me fallait quelque chose de physique, quelque chose qu'il ne pourrait pas déformer ou prétendre ne pas avoir entendu. J'ai écrit en lettres capitales, aussi nettes que mes registres comptables. Je vous ai dit hier soir que je ne suis pas disponible pour garder les enfants. Je pars à Chamonix avec des amis. Je ne serai pas de retour avant dimanche prochain. Arrêtez de supposer que ma vie vous appartient, Sophie. Je l'ai scotché à l'extérieur de la porte de mon appartement. Ma main tremblait en pressant le ruban adhésif, mais il y avait aussi une lueur de satisfaction, comme graver des initiales dans la pierre. Ce n'était pas juste une note, c'était une frontière. À 6 heures du matin, j'étais habillé de ma nouvelle veste de ski, le sac à dos fermé, la valise attendant près de la porte. Manon a envoyé un texto, on passe te prendre dans 30 minutes. Apporte des gants supplémentaires. J'ai souri. Elle me connaissait trop bien. Mais avant que je puisse verrouiller, le couloir extérieur s'est rempli de voix. Des voix familières. Je me suis figé, puis j'ai regardé par le Judas. Camille, dans un manteau bouffant, chuchotait avec urgence à Chloé. Thomas portait 2 valises trop pleines. Derrière eux, 3 enfants endormis s'accrochaient à des briques de jus. Ils l'avaient vraiment fait. Même après tout ce que j'avais dit, ils avaient amené les enfants. Laisse-les simplement ici, marmonna Chloé. Elle cédera. Elle cède toujours. Ma gorge s'est asséchée. J'ai pressé mon dos contre la porte, le cœur battant. Pendant une seconde, j'ai cru qu'ils essaieraient la poignée. Au lieu de cela, Thomas a posé les valises près de mon paillasson. Les enfants se sont plaints, il fait froid. Et Camille les a fait taire comme de la contrebande. Puis l'un des garçons, l'aîné de Chloé, a plissé les yeux sur ma note. Maman, il est écrit qu'elle est partie. Chloé l'a arrachée, l'a lu rapidement et a ricané. Elle bluffe. Non, elle ne bluffe pas, a chuchoté Camille. Regarde les dates. Une pause. Le genre de pause qui contient un choix. Finalement, Chloé a sifflé, très bien, on trouvera une solution, mais elle va me le payer. Elle a ramené les enfants vers l'ascenseur. Leurs petits pas ont résonné dans le couloir jusqu'à ce que le silence se presse contre la porte. J'ai expiré si fort que j'ai dû me stabiliser. Ils étaient quand même venus. Ils avaient quand même essayé. Ma note n'était pas un défi pour eux. C'était une invitation à me tester. Au moment où la voiture de Manon a klaxonné en bas, je tremblais à nouveau. Mais ce n'était plus de la peur. C'était de l'adrénaline. Le trajet vers les montagnes était long, mais mes amis l'ont fait paraître plus court. Michel n'arrêtait pas de se plaindre du trafic. Juliette distribuait des barres protéinées comme si elle était notre mère. Et Manon a mis la radio trop forte exprès. On dirait que tu viens de sortir de prison, a dit Michel en me regardant dans le rétroviseur.
d'une certaine manière, ai-je murmuré. Je leur ai raconté ce qui s'était passé. Chaque détail. Leur rire était vif, mais pas à mes dépens. À l'absurdité. Ils ont vraiment traîné les enfants jusqu'à ta porte. Juliette a secoué la tête. Ce n'est pas de la famille. C'est un travail non rémunéré auquel ils estiment avoir droit. Manon a tendu la main pour serrer la mienne. Bien joué. Il était temps. Pourtant, alors que les sommets enneigés apparaissaient, la culpabilité me rongeait. J'ai sorti mon téléphone contre mon gré. 22 appels manqués, des messages clignotants comme des sirènes d'urgence. De maman, ton comportement hier soir était honteux. On en reparlera plus tard. De papa, égoïste. C'est tout ce que je dirais. De Chloé, on n'arrive pas à croire que tu abandonnerais tes neveux comme ça. J'espère que tu es fier de toi. De Camille, les enfants pleuraient devant ta porte en t'appelant. Comment as-tu pu? Je me suis arrêté à celui-là. Les mots se sont brouillés. Pleurer devant ma porte. L'image m'a frappé comme une pierre à l'estomac. Le petit poing de Léo frappant. Les deux aînés demandant pourquoi tante ne voulait pas ouvrir. Et, dit doucement Manon, remarquant mon visage. N'y pense pas. C'est de la manipulation, Sophie. Ils ont laissé ces enfants dehors pour te faire sentir coupable. Ce n'est pas de ta faute. Je voulais la croire. Vraiment. Mais mon cœur ne se démêlait pas si facilement. Comme pour prouver ses dires, une autre notification de messagerie vocale a vibré. J'ai appuyé sur lecture. La voix d'un enfant, mince et tremblante. Tante Sophie, tu es à la maison? On a froid. Maman dit que tu vas revenir. J'ai claqué le téléphone, écran vers le bas, sur ma cuisse, les larmes me piquant les yeux. Juliette s'est penchée en avant depuis la banquette arrière. Ce n'était pas pour toi, Sophie. C'était pour eux. Ils ont fait de leurs enfants des pions. Ne tombe pas dans le panneau. Mais la voix est restée coincée dans ma poitrine, aussi tranchante que du verre. Quand nous avons finalement atteint la station, le monde a changé. De la neige partout, épaisse comme le silence. Des chalets bordés de stalactites. L'odeur de pain et de fumée de bois dans l'air. Respire ça, a déclaré Michel, sortant les sacs du coffre. La liberté. J'ai essayé. L'air était pur, vif, impitoyable. Il portait la promesse de quelque chose d'intact. À l'intérieur de mon chalet, j'ai défait mes valises au ralenti. La combinaison de ce qui semblait absurdement vivre contre les murs en bois. Mes gants reposaient comme une preuve sur la table de chevet. J'ai mis mon téléphone en silencieux, les fourré dans un tiroir et me suis assise sur le lit. Pour la première fois en 30 ans, je n'étais pas là où il s'attendait à ce que je sois. Mais la culpabilité n'est pas logique. Elle s'est infiltrée quand même, chuchotant, et s'ils étaient vraiment bloqués? Et si les enfants étaient blessés? Et si tu étais la méchante? J'ai secoué la tête avec force. Non, tu as dit non. Tu les as prévenus. Tu n'es pas responsable de la tempête dans laquelle ils sont entrés les yeux ouverts. Dehors, des rires résonnaient. Manon et Juliette se dirigeaient déjà vers les pistes. J'ai essuyé mes yeux, attrapé ma veste et je les ai suivis. Si je devais être hanté, je préférais que ce soit sur une neige qui n'appartenait à personne. Cette nuit-là, de retour dans mon chalet, je n'ai pas pu résister. J'ai déverrouillé mon téléphone. 53 appels manqués. Des dizaines de SMS. De Chloé, tu as tout gâché. Notre voyage en Martinique est détruit. De Camille, les enfants n'arrêtent pas de demander où tu es. Tu leur as brisé le cœur. De maman, tu le regretteras. Les familles ne se tournent pas le dos. De papa, tu nous fais honte. Ne reviens pas en rampant plus tard. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste de la fureur, de l'accusation, du blâme. Mes mains ont cessé de trembler parce que j'ai soudainement compris que ce n'était pas ma culpabilité que je portais. C'était la leur, et j'avais été entraîné à la tenir si longtemps que je l'avais confondue avec la mienne. J'ai remis le téléphone dans le tiroir, l'air de la montagne à l'extérieur pressant froidement contre les fenêtres, comme une main me défiant de respirer plus profondément. Demain, j'ai décidé, je skierai jusqu'à ce que mes jambes brûlent. Je rirai trop fort. Je laisserai la culpabilité se ronger jusqu'à ne plus rien être. Pour une fois, je ne gardais pas le bazar de quelqu'un d'autre.
Pour une fois, je veillais enfin sur moi-même. Le premier matin à la station donnait l'impression de se réveiller dans une carte postale. La neige recouvrait chaque toit. Les arbres scintillaient comme si quelqu'un les avait saupoudrés de verre pilé. Et l'air à l'extérieur de mon chalet piquait purement dans mes poumons. J'ai enfilé ma nouvelle combinaison de ski, les zippés jusqu'au menton et me suis regardé dans le miroir. Pendant un instant, je n'ai pas reconnu la femme qui me regardait. Quelqu'un de préparé, quelqu'un d'autorisé. Manon a frappé à ma porte. Allons-y, la comptable. La montagne attend. J'ai ri malgré moi et je les ai rejoints. Nous avons chaussé nos skis et pris le télésiège de plus en plus haut jusqu'à ce que le monde en bas ressemble à des maisons de jouets. Quand je me suis lancé sur la piste, le vent a hurlé à mes oreilles et le sol ressemblait à de la liberté déguisée en poudreuse. Chaque virage sculptait un morceau du poids que j'avais ramené de la maison. Mais la paix a une façon d'être interrompue. Quand nous avons fait une pause pour le déjeuner au chalet, j'ai de nouveau vérifié mon téléphone. Je n'ai pas pu m'en empêcher. 40 appels manquaient de plus. Les messages n'étaient plus suppliants. Ils étaient tranchants, déchiquetés. De Chloé, tu es pathétique. Une vraie sœur ne nous abandonnerait pas comme ça. De Camille, Léo s'est endormi en pleurant. Tu devrais avoir honte. De maman, s'il arrive quelque chose aux enfants, ce sera de ta faute. De papa, gamine ingrate. Après tout ce que nous avons fait. J'ai fixé l'écran, les mots se brouillant jusqu'à ressembler à des égratignures. Michel s'est penché par-dessus mon épaule et a reniflé. Ils sont en colère parce que tu n'as pas plié. Ce n'est pas ta culpabilité à porter, Sophie. Facile à dire pour lui. Il n'a pas grandi en comptant combien de fois son père secouait la tête de déception ou combien de fois sa mère chuchotait, ne sois pas difficile. Pourtant, il avait raison. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai laissé les messages y pourrir. Cette nuit-là, de retour dans mon chalet, les souvenirs sont entrés comme des courants d'air froid à travers les murs. Je me suis souvenu d'avoir 16 ans, fier de mon premier salaire du magasin du coin. J'avais prévu d'acheter une nouvelle veste, quelque chose qui n'avait pas appartenu à Chloé en premier. Mais maman a dit que la moitié devait aller aider aux frais du mariage de Chloé. Je l'ai donné, ravalant la protestation qui me brûlait la gorge. La famille est de la famille, avait-elle dit. C'était devenu le refrain de ma vie. La famille est de la famille, sauf que l'aide avait toujours signifié un sacrifice pour moi, pas pour eux. J'étais allongé dans mon lit, le bourdonnement du chauffage fort dans le silence, et je pensais aux années empilées comme des registres. Chaque week-end avalé par le babysitting. Chaque projet rejeté parce que je travaillais à la maison. Chaque rupture ou échec accueilli par le silence tandis que leur drame consumait la pièce. Le pire n'était pas le travail. C'était la gomme. Ma vie était un bruit de fond dans leur histoire. Le lendemain, j'ai de nouveau skié. J'ai ri quand Manon est tombée la tête la première, j'ai crié après Michel quand il a essayé de faire la course avec moi, j'ai laissé Juliette m'entraîner dans le bain à remous jusqu'à ce que notre peau fume dans l'air glacial. Pour la première fois depuis des années, des heures se sont écoulées sans que je me prépare à un appel téléphonique. Mais cette nuit-là, la tentation de nouveau. J'ai déverrouillé le tiroir, sorti le téléphone. Le ton des messages avait changé. Plus seulement de la culpabilité, maintenant de l'argent. De Thomas, mon beau-frère, te rends-tu compte de combien a coûté ce voyage? Des milliers d'euros gaspillés. Tu devrais nous rembourser. De Chloé, on a perdu tellement d'argent à cause de toi. C'est du vol, en gros. De papa, tu as coûté une fortune à cette famille. Égoïste au-delà des mots. Mon estomac s'est noué. C'était toujours une question d'argent à la fin, n'est-ce pas? Même l'amour avait un prix. Mais ensuite, j'ai vu un autre message vocal de Camille. J'ai appuyé sur lecture, me préparant. Sa voix était cassante. Tu as toujours été jalouse. Admets-le. Tu détestes que nous ayons des familles, que nous ayons des vies plus grandes que la tienne. Il ne s'agit pas de vacances. Il s'agit de toi qui ne supportes pas d'être seul. Les mots ont frappé plus fort que prévu. Seul. C'est comme ça qu'il me voyait? Une femme en orbite autour de sa famille comme un satellite, utile seulement lorsqu'elle reflétait leur lumière. J'ai posé le téléphone, la poitrine serrée. Puis j'ai regardé par la fenêtre. La neige continuait de tomber, douce et implacable, recouvrant tout, même les bords déchiquetés. Pour la première fois,
je me suis permis de croire quelque chose. Peut-être qu'être seul n'était pas une malédiction. Peut-être que c'était une page blanche. Le 4e jour, pendant que Michel et Manon s'attaquaient aux pistes noires, je suis resté au chalet avec Juliette. Elle sirotait un chocolat chaud, les yeux sur moi. « Tu es plus silencieuse aujourd'hui » a-t-elle dit. J'ai haussé les épaules. Je pense juste à eux, toujours, ai-je admis. C'est comme si même quand je suis ici, ils sont dans la pièce avec moi. Juliette s'est penchée plus près. C'est ce qui arrive quand on t'a entraîné à les mettre en premier. Mais l'entraînement peut être désappris. Tu as juste besoin de pratique. Pratique-toi à dire non. Pratique-toi à croire que c'est permis. Ces mots se sont enfoncés profondément. J'ai réalisé alors que ce voyage n'était pas seulement une pause. C'était une répétition pour la vie que je voulais. Cette nuit-là dans mon chalet, j'ai allumé mon téléphone une dernière fois. Le dernier message m'a sauté aux yeux. De Chloé, ne pense pas que tu es libre de nous. La famille, c'est pour toujours. Tu nous dois quelque chose. Je l'ai supprimé. Pas seulement de la boîte de réception, de la sauvegarde, de partout. Puis j'ai éteint le téléphone et l'ai glissé dans le tiroir comme si j'enterrais une relique. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était entier. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant les flocons de neige brouiller la vitre, et je me suis murmuré, je ne dois rien à personne. Pour la première fois de ma vie, j'y ai presque cru. À la fin du week-end à la station, mes jambes me faisaient agréablement mal à force de skier. Mes joues étaient à vif à cause de l'air froid et des rires, et mon cœur se sentait plus léger. Pas guéri, juste moins accablé. En rentrant à la maison, la montagne rapetissant derrière nous, je me suis préparé à la tempête qui attendait sur mon téléphone. Quand je l'ai déverrouillé, le silence m'a surprise. Pas de nouveaux messages, pas de nouveaux appels. Pendant une seconde, j'ai cru qu'ils avaient abandonné. Mais quand je suis arrivé dans le garage de mon immeuble, le concierge m'a fait signe avec un regard compatissant. « Mademoiselle Leroy », a-t-il dit. « Votre famille est passée plusieurs fois. » Il semblait contrarié. Je leur ai dit que vous n'étiez pas à la maison. Ma poitrine s'est serrée. Ont-ils laissé quelque chose? Il a hésité. Ils ont enlevé une note de votre porte. On aurait dit que ça les avait contrariés. Bien sûr qu'ils l'ont fait. La preuve de ma limite arrachée. Je l'ai remercié et je suis monté. Ma porte était nue, aucune trace du message que j'avais scotché avec des mains tremblantes. À l'intérieur, l'air était calme, mais ce n'était pas la paix. C'était la pause avant le tonnerre. Pendant une semaine, rien. Pas d'appel, pas de SMS, pas de coup à la porte. Je me disais que le silence était une victoire, mais je n'y croyais pas tout à fait. Chaque nuit, je m'attendais à moitié à entendre des pas dans le couloir. Puis, par un après-midi gris, c'est arrivé. Des voix devant la porte de mon appartement. Basses, urgentes, trop familières. J'ai regardé par le Judas et je les ai tous vus. Maman, papa, Chloé, Camille, debout côte à côte comme un tribunal. Chloé tenait une copie imprimée de ma note, ses doigts la serrant comme une arme. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. La voix de maman a frappé la première, stridente et fêlée. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Elle a agité la note sous mon nez. « Tu nous as fait passer pour des méchants aux yeux d'inconnus. Sais-tu ce que les gens vont penser ?» La mâchoire de papa était serrée, sa déception rayonnant comme de la chaleur. « Ta mère et moi avons raté nos vacances à cause de toi. Réalises-tu ce que nous avons perdu ?» Les yeux de Chloé brillaient. Des milliers d'euros, des vols non remboursables, des acomptes d'hôtel, tout gaspillé parce que tu as décidé de faire un caprice. La voix de Camille tremblait, les larmes déjà prêtes à couler. Les enfants n'arrêtent pas de demander après toi. Comment as-tu pu leur faire du mal comme ça? Leurs mots frappaient comme de la grêle, se chevauchant, tranchant, sans fin, égoïste, ingrate, arrogante, encore et encore, arrogante. Comme si le fait de me défendre enfin me rendait coupable d'orgueil, le péché capital. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, laissant tout cela me submerger. Des années de leur colère, de leurs besoins, de leurs attentes, tout empilé comme des congères à mes pieds. Quand ils ont finalement manqué de souffle, j'ai parlé, calme, clair. Avez-vous lu toute la note? Ils ont cligné des yeux, décontenancés. Chloé a froncé les sourcils.
Bien sûr que nous l'avons lu. La dernière phrase, ai-je dit. J'ai écrit que je coupais les ponts, ai-je dit. Le silence qui a suivi était plus fort que leurs cris. Tu ne le penses pas, a chuchoté maman, sa voix soudainement petite. Si. Papa a ricané. Ne sois pas ridicule. Ce qui est ridicule, c'est de s'attendre à ce que je vive ma vie selon vos termes, ai-je dit. Ce qui est ridicule, c'est de me traiter comme une babysitter gratuite, comme si mon temps ne valait rien. Vous ne me voyez pas comme de la famille, vous me voyez comme pratique. Ce n'est pas vrai, a pleuré Camille. Nous t'aimons. Vraiment? Ma voix s'est brisée. Pas par faiblesse, mais par le poids écrasant de la vérité. Quand est-ce que vous m'avez appelé pour la dernière fois juste pour parler? Quand est-ce que vous m'avez invité quelque part sans avoir besoin que je garde les enfants? Quand est-ce que l'un d'entre vous a traité mon travail comme s'il comptait? Ils ont détourné le regard. Leur silence était ma réponse. Les larmes de maman ont coulé. Nous sommes une famille. Les familles restent unies. Les familles se respectent, ai-je dit. Les familles demandent avant de faire des projets qui affectent les autres. Les familles ne culpabilisent pas quelqu'un pour qu'il porte plus que sa part. La bouche de papa s'est tordue. Peut-être que nous avons fait des erreurs, mais tu réagis de manière excessive. C'est absurde. De manière excessive. J'ai fait un pas en avant, la voix s'élevant pour la première fois. J'ai passé mon enfance à porter les vêtements de Chloé, à utiliser les téléphones cassés de Camille, à donner la moitié de mon salaire pour un mariage qui n'était pas le mien. J'ai passé les 3 dernières années comme votre plan de garde d'enfant par défaut sans jamais qu'on me le demande. Et vous pensez que c'est une réaction excessive. Le visage de Chloé s'est adouci, mais seulement légèrement. D'accord, peut-être que nous aurions dû demander d'abord. Mais tu n'étais pas obligé de disparaître. Tu nous as fait peur. Je vous ai dit exactement où j'allais. Je vous ai dit que j'en avais fini. Vous ne m'avez pas cru parce que vous ne le faites jamais. Parce que vous pensez que mon nom ne compte pas, la voix de Camille s'est brisée. Nous ne t'avons jamais utilisé. Nous pensions que tu aimais passer du temps avec les enfants. Je les aime bien, ai-je admis, mais pas tous les week-ends. Pas au détriment de mon travail, de ma paix, de ma vie. Maman a tendu la main vers moi, désespérée. S'il te plaît, Sophie, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons faire mieux. Pendant une fraction de seconde, ses larmes m'ont presque brisé. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de toutes les nuits où j'ai pleuré seul dans mon appartement, sans être entendu. Toutes les fois où j'ai ravalé mes besoins pendant que les leurs étaient satisfaits en premier. J'en ai assez d'être la roue de secours de la famille, ai-je dit. J'en ai assez d'être utile au lieu d'être aimé. J'en ai assez qu'on ait besoin de moi seulement quand ça me coûte quelque chose. La voix de papa s'est brisée de frustration. Mais nous sommes ta famille. C'est ce que font les familles. Non, ai-je dit doucement. C'est ce que j'ai fait pour vous. Qu'avez-vous jamais fait pour moi? Le silence s'est étiré, long et lourd. Personne n'a répondu. J'ai pointé l'ascenseur. Je veux que vous partiez. Les sanglots de maman ont rempli le couloir. Ne dis pas ça. Nous sommes de ton sang. Le sang ne suffit pas, ai-je dit. Plus maintenant. Ils sont restés un instant de plus, stupéfaits, comme s'ils attendaient que je craque la première. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté ferme dans l'embrasure de la porte, la lumière de mon appartement dans mon dos, leurs ombres longues dans le couloir. Finalement, ils se sont retournés. L'ascenseur a sonné, les portes s'ouvrant comme un signal de théâtre. Ils sont entrés, toujours en marmonnant, toujours blessés. Alors que les portes se fermaient, les pleurs de maman ont résonné dans le couloir, s'évanouissant dans le silence. J'ai fermé ma porte et je me suis appuyé contre elle, la poitrine haletante. Mon appartement était soudainement trop silencieux, mais aussi juste. Pour la première fois, l'équilibre avait changé. Je n'étais pas celle qui restait petite dans leur tempête. Cette fois, c'était eux qui s'en allaient. La confrontation dans le couloir m'a laissé vide, mais étrangement lucide. Pour la première fois depuis des années, mon appartement me semblait être le mien. Pas de matelas gonflable poussé contre le mur. Pas d'empreinte de doigts collante sur mon clavier. Juste le silence. Mais le silence ne dure pas longtemps quand la culpabilité trouve de nouveaux messagers. En quelques jours, mon téléphone s'est allumé avec des numéros que je reconnaissais à peine.
tante Carole, oncle Jacques, cousine Raphaël, chacun avec le même scénario, répété comme un chœur. Chérie, ta mère a le cœur brisé. Ne peux-tu pas l'appeler? Tu as fait passer ton père pour un imbécile. Il ne le dira pas, mais il est anéanti. Pense aux enfants. Ils sont innocents. J'ai écouté. J'ai hoché la tête. Puis j'ai raccroché. Encore et encore. Le schéma était clair. Ils n'appelaient pas pour moi. Ils appelaient à travers moi. Portant le chagrin de mes parents comme une contagion. Puis sont venues les publications sur les réseaux sociaux. De vieilles photos de familles sorties d'albums. Scannées et légendées comme des nécrologies. Sophie nous manque tellement. Je t'aime toujours, petite sœur. Les familles se disputent, mais l'amour ne meurt jamais. La section des commentaires a gonflé de sympathie. De petits bras numériques entourant mes parents tout en me peignant comme la méchante. Des étrangers ont écrit, elle reviendra. Elle a juste besoin de temps. Mais je n'étais pas parti. J'étais là. Je n'étais juste plus la leur. Mon anniversaire est arrivé en mars. Pendant des années, cela avait été une formalité. Gâteau avec des enfants étalant du glaçage sur mes vêtements, cadeau de bougies parfumées qu'ils prenaient à la dernière minute. Cette fois, c'était différent. Manon a réservé une table dans un restaurant sur un toit avec vue sur les lumières de la ville. Juliette m'a surprise avec une écharpe d'une couleur que je n'avais jamais osé porter. Michel a levé son verre et a dit, à Sophie, qui a enfin développé une colonne vertébrale assez solide pour se porter elle-même. Nous avons ri jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal. Pas d'enfant qui crie, pas de drame familial, pas de culpabilité alourdissant chaque bouchée. Juste de la joie. Quand je suis rentré à la maison, les joues endolories à force de sourire, le concierge m'a appelé. Ceci est arrivé pour vous, a-t-il dit, me tendant une boîte brillante et un bouquet qui semblait sortir d'un magazine. À l'intérieur de la boîte se trouvait un sac à main cher, le genre que je ne m'achèterais jamais. La carte disait, de nous tous, avec amour, ta famille. Les fleurs sentaient le sucré, l'écœurant. Je les ai fixées pendant un long moment avant d'appeler un coursier. Le lendemain matin, le paquet a été renvoyé chez mes parents. Je ne voulais pas de leur cadeau. Ce n'étaient pas des excuses. C'étaient des pots de vin déguisés en affection. 4 mois ont passé. Pas de demande de babysitting de dernière minute, pas de téléphone vibrant comme un réveil de demande, juste le silence. Et dans ce silence, quelque chose a grandi. J'ai augmenté mes tarifs avec les clients, et ils ont accepté. J'ai commencé à dire oui au dîner, au week-end, au rendez-vous que j'annulais autrefois. Mon appartement a commencé à ressembler moins à une cellule de détention et plus à un foyer. J'ai remarqué de petites choses. Comment le soleil frappait mon bureau à 15 heures, comment mes plantes se penchaient vers la lumière. Comment le silence bourdonnait au lieu de m'accuser. Je ne faisais pas que survivre sans eux. Je m'épanouissais. Mais la culpabilité a le bras long. Un après-midi, ma cousine Raphaël a appelé. Sa voix était basse. Il parle de toi à chaque dîner du dimanche. Elle a dit qu'il n'arrive pas à tourner la page. Ta mère pleure. Ton père fulmine. Chloé insiste sur le fait que tu t'excuseras un jour. Camille dit que les enfants demandent après toi tous les soirs. Ma gorge s'est nouée. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que, a dit doucement Raphaël. Je pense qu'ils ont peur. Pas seulement triste. Peur. Comme s'ils ne savaient pas qui ils sont si tu n'es pas celle qui tient tout ensemble. Le mot a pesé lourdement. Peur. Ce n'était pas du pouvoir. C'était de la faiblesse qui montrait enfin son visage. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Cette nuit-là, j'étais allongé, éveillé, pensant aux enfants, à leurs rires, à leurs câlins collants, à leur voix sur ce terrible message vocal. Mon cœur me faisait mal pour eux. Mais ensuite je me suis souvenu de Léo renversant du jus sur mon clavier, des délais explosant pendant que mes sœurs sortaient pour leur temps pour moi. Je me suis souvenu du sourire narquois de Chloé. Tu es toujours disponible. Je me suis souvenu de l'accusation larmoyante de Camille. Tu es jalouse. La douleur s'est estompée. La ligne s'est précisée. Le printemps a fondu pour laisser place au début de l'été. J'ai rencontré une cliente pour le déjeuner un jour, la PDG d'une petite agence de design. Elle a dit quelque chose qui s'est logé dans ma poitrine.
Les limites ne sont pas des murs, m'a-t-elle dit. Ce sont des portes avec des serrures. C'est à vous de choisir qui vous laissez entrer. Cette nuit-là, je me tenais à la fenêtre de mon appartement, les lumières de la ville scintillant comme des lucioles, et je me le suis répété. Des portes avec des serrures, choisir qui laisser entrer. La pensée m'a porté jusqu'au sommeil. Je ne savais pas alors que le prochain message de ma famille ne serait pas une attaque, un pot de vin ou une tentative de culpabilisation. Ce serait quelque chose de bien plus rare, quelque chose que je n'étais pas sûr de savoir comment gérer, de véritables excuses. C'était un après-midi humide de juillet quand l'email est arrivé. Ma boîte de réception était restée silencieuse toute la journée, juste des factures et des rappels fiscaux, jusqu'à ce que le nom de Chloé apparaisse en gras. Pendant un long moment, j'ai hésité, mon pouls battant dans mes oreilles. Une partie de moi voulait le supprimer sans l'ouvrir. Une autre partie, la petite sœur qui donnait ses salaires sans se plaindre, avait besoin de savoir. J'ai cliqué. L'email n'était pas court. Ce n'était ni de la rage, ni de la culpabilité, ni de la manipulation. C'était autre chose. Sophie, nous avons beaucoup parlé de toi ces derniers mois. Au début, c'était de la colère. Nous étions furieux. Tu le sais. Mais avec le temps, j'ai commencé à penser à toutes les années où nous nous sommes appuyés sur toi. Comment nous n'avons jamais demandé, juste supposé. Comment nous avons méprisé ton travail, ta vie, ton temps. Je ne voulais pas le voir à l'époque, mais je le vois maintenant. Nous t'avons traité injustement. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, les yeux me piquant. Elle l'admettait. Les mots que je criais en silence depuis des décennies étaient enfin tapés sur un écran. Les enfants te manquent. Léo demande si tu viendras à son prochain match de foot. Le fils de Camille a toujours un dessin de toi qu'il a fait sur le frigo. Tu me manques aussi. Ma sœur me manque. Je ne peux pas défaire ce qui a été fait, mais je demande si nous pouvons peut-être recommencer à zéro. Quand j'ai fini de lire, mes mains tremblaient. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pendant 3 jours, j'ai porté cet email comme une pierre dans ma poche. Je l'ai lu au lit, dans le métro, dans la file d'attente à l'épicerie. Chaque fois, je ressentais le même pincement, la douleur du manque des enfants, la tentation de croire que ma famille pourrait changer. Mais à chaque fois, une autre voix me chuchotait en retour, souviens-toi du silence après le départ de Mathieu. Souviens-toi des verres à vin claqués à Noël. Souviens-toi du message vocal avec la voix de l'enfant planté là pour te briser. La 3e nuit, j'étais assise avec Manon et Juliette à notre café habituel. L'air sentait la cannelle et l'espresso brûlé. Je leur ai montré l'email. Juliette l'a parcouru et a reniflé. Enfin, des excuses. Il leur en a fallu du temps. Manon était plus silencieuse, pensive. C'est honnête, a-t-elle dit. Mais la question est, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu qu'il revienne dans ta vie? J'ai fixé la table. Je ne sais pas. Les enfants me manquent, mais pas le reste. Être effacé ne me manque pas, alors ne te précipite pas, a dit doucement Manon. Ils t'ont pris 30 ans. Tu as le droit de prendre ton temps pour décider s'ils auront une minute de plus. Ces mots se sont enfoncés profondément. Cette nuit-là, j'étais assise à mon bureau avec le curseur clignotant dans un nouvel email. La page blanche ressemblait au bord d'une falaise. Finalement, j'ai tapé, Chloé, j'apprécie ton email. Cela signifie plus que tu ne le penses de te voir reconnaître ce qui s'est passé, mais je ne suis pas encore prête pour la réconciliation. J'ai besoin de plus de temps pour savoir si je veux que vous reveniez tous dans ma vie, et si oui, à quoi cela ressemblerait. Quand je serai prête, je vous contacterai. S'il te plaît, ne me contacte pas à nouveau avant cela. Je l'ai lu 5 fois avant de l'envoyer. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. Ce n'était pas une porte claquée. Ce n'était pas non plus une porte ouverte. C'était une serrure, un choix, le mien seul. Les jours ont passé. Pas de réponse, pas d'appel, pas de coups inattendus à ma porte. Juste le silence. Mais ce silence était différent d'avant. Il n'était pas lourd. Il n'était pas accusateur. C'était de l'espace. Dans cet espace, j'ai remarqué des choses que je ne m'étais jamais autorisé à remarquer. La façon dont la lumière du soleil peignait mon salon en or en fin d'après-midi. Le son de mon rire résonnant dans mon propre appartement sans être englouti par les exigences de quelqu'un d'autre.
L'étrange et délicieuse possibilité que la famille ne signifiait pas forcément la captivité. Pourtant, la culpabilité chuchotait à des moments étranges quand je voyais un enfant au parc tirer sur la manche de sa tante. Quand je passais devant la vitrine d'un magasin de jouets, quand je me souvenais de la voix tremblante de Léo sur le message vocal, mais la culpabilité ne me contrôlait plus. C'était juste une autre voix dans la pièce, une que je pouvais choisir d'ignorer. Un soir, Michel nous a tous invités sur son toit pour prendre un verre. Nous avons trinqué alors que la ville bourdonnait en dessous. À un moment donné, la conversation s'est tournée vers les familles, comme toujours. Mes parents m'utilisaient comme médiatrice, a dit Juliette. Chaque dispute, chaque crise, j'étais celle coincée au milieu. Je leur ai finalement dit de se débrouiller seuls. Manon a hoché la tête. Les miens pensaient que célibataire signifiait disponible. J'ai dû manquer 2 vacances avant qu'ils ne comprennent. J'ai écouté, réalisant quelque chose que je n'avais pas osé penser auparavant. Je n'étais pas seul dans cette situation. Je n'étais pas une fille défectueuse ou une sœur égoïste. J'étais juste quelqu'un qui avait enfin cessé de payer une dette qui n'avait jamais été la sienne. J'ai expiré longuement et profondément, regardant les lumières de la ville scintiller. Pour la première fois, l'idée de famille ne ressemblait pas à des chaînes. Elle ressemblait à un choix. Et j'étais prête à choisir avec soin. En août, le rythme de mes journées s'était stabilisé. Travail, amis, un rendez-vous occasionnel, de longues promenades le soir, un silence de ma famille, qui ne se pressait plus contre moi comme un poids. Il existait simplement, un bourdonnement neutre. J'ai presque cru que je pourrais vivre le reste de ma vie ainsi, libre, sans entrave. Puis un autre email est arrivé, pas de Chloé cette fois, mais de Camille, plus court, plus désespéré. Sophie, s'il te plaît. Je sais que Chloé a déjà écrit. Je sais que tu as demandé de l'espace, mais les enfants n'arrêtent pas de demander. Léo a fait un dessin de toi hier et l'a scotché sur son mur. Il m'a dit, tante reviendra quand elle se souviendra que nous l'aimons. Je t'en supplie, ne les punis pas pour nos erreurs. J'ai fermé lentement mon ordinateur portable, le cœur se tordant. Il savait que les enfants étaient mon point faible, et Camille, toujours celle qui pleurait à table, savait comment s'en servir. Cette nuit-là, j'étais assise au comptoir de ma cuisine avec un carnet, non pas pour répondre, mais pour écrire des règles, des vraies. Si jamais j'ouvrais à nouveau cette porte verrouillée, ce serait à mes conditions. Pas de supposition. S'ils veulent que je garde les enfants, ils demandent, et je peux dire non sans une guerre. Pas de mépris. Mon travail est un travail. Les blagues sur la saisie s'arrêtent ici. Respectez mon temps. Mes vacances sont les miennes. Mes week-ends sont les miens. Ma vie est la mienne. Des excuses avant les demandes. Pas de faire comme si le passé n'avait pas existé. Pas de passer directement aux besoins. J'ai fixé la liste, l'encre audacieuse sur la page. Pendant des années, j'avais été celle qui devait plier. Mais si la réconciliation venait un jour, cela signifierait qu'il plierait aussi. Des semaines ont passé sans que je l'envoie. Je suis allé dîner avec Manon, j'ai ri avec Michel, j'ai aidé Juliette à déménager. La vie continuait de se dérouler, ordinaire et douce. Mais l'idée de ces règles reposait en moi comme un battement de tambour silencieux. Puis un dimanche soir, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Plus tard, j'ai écouté. C'était Chloé. Sa voix était plus douce que dans mon souvenir. Sophie, je ne m'attends pas à ce que tu rappelles. Je voulais juste que tu saches que nous avons parlé. Moi, Camille, maman, même papa, des règles que tu as énoncées dans ton email sur la façon dont nous t'avons traité. Nous n'avons pas aimé ce que nous avons vu en nous. Tu ne nous dois pas une autre chance, mais si jamais tu décides de nous en donner une, nous essaierons d'être différents. Je le promets. Le message s'est terminé là. Pas d'exigence, pas de larmes, pas de manipulation, juste des mots, incertains, mais réels. Pendant longtemps, je suis restée assise dans la pénombre de mon appartement, l'écoutant encore et encore. Une semaine plus tard, je me suis retrouvée à marcher près d'un parc près de mon immeuble. Il y avait des enfants partout, criant sur les balançoires, poursuivant des ballons de football, demandant des poussées et des tours sur le dos. Un garçon, peut-être de l'âge de Léo, a fait un signe à sa tante de l'autre côté du terrain de jeu. La femme a répondu d'un signe, en riant, tout son visage illuminé. Je suis resté là, le cœur endolori. Il me manquait,
leurs câlins désordonnés, leurs questions sans filtre, même le chaos. Mais ensuite je me suis souvenu des nuits où j'étais méprisé, des mains claquées sur les tables, de la culpabilité empilée aussi haut que des montagnes. Est-ce que je voulais que ma famille revienne? Oui et non. La vérité était plus compliquée. Je voulais les enfants. Je voulais la possibilité de sœurs qui me voyaient, pas seulement qui m'utilisaient. Je voulais des parents qui pouvaient dire nous avons eu tort sans s'étouffer. Ce que je ne voulais pas, ce que je ne reprendrais jamais, c'était ma liberté. Alors, j'ai écrit un dernier email. Chloé, merci pour ton message vocal. Je ne suis pas prête à revenir complètement, mais je suis prête à envisager de petits pas. Si vous me voulez à un événement familial, vous demandez. Si vous voulez que je garde les enfants, vous demandez, et je déciderai. Si quelqu'un méprise à nouveau mon travail, je pars. Je ne menace pas. J'en ai juste assez de vivre invisible. Si vous pouvez respecter cela, alors peut-être qu'il y a un avenir pour nous. Sinon, alors ce silence restera. J'ai cliqué sur envoyer. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas tremblé après. Leur réponse est arrivée 2 jours plus tard. Chloé a écrit simplement « Nous t'entendons. Nous essaierons. Les enfants adoreraient te voir quand tu seras prête. » Pas de conditions, pas de culpabilité, juste de l'espace. Je ne me suis pas précipité pour répondre. Je n'ai pas marqué de date sur le calendrier. J'ai simplement plié le carnet avec mes règles dans un tiroir, sachant que cette fois, la serrure de la porte était sous mon contrôle. Que je l'ouvre ou non, ce serait mon choix. Et pour une fois, le choix avait le goût de la liberté.